Bonjour à tous, pour le 17e épisode de la sauce Bitcoin, j'ai eu le plaisir d'accueillir mon très cher ami Thibaut Maréchal, un ami et Bitcoiner que j'ai rencontré à Montréal et qui travaille maintenant à Wasabi. J'ai filmé l'épisode, ça fait un petit moment, mais ça reste toujours d'actualité et vous allez voir, Thibaut est quelqu'un qui sait de quoi il parle et surtout dans le contexte de Bitcoin. Donc j'espère que vous allez apprécier l'épisode et bonne écoute. Bonjour à tous pour le 17e épisode de la sauce Bitcoin. J'ai avec moi un ami, Thibaut Maréchal, et un grand Bitcoiner. On se connaît depuis plusieurs années déjà et il a un parcours très intéressant et maintenant il travaille à Wasabi, le meilleur wallet pour votre sécurité, votre anonymat. Donc, j'ai beaucoup de questions à lui poser. Bienvenue Thibaut, merci de participer au podcast. Salut Mathieu, un plaisir d'être avec toi et très très hâte de ce podcast. Super. Juste pour mettre les gens en contexte, donc toi, tu as vécu à Montréal quelques années. C'est d'ailleurs là qu'on s'est rencontrés et vraiment, moi, mes débuts entrepreneuriales, on s'est rencontrés. Tu travaillais à Knox, si je ne me trompe pas, à ce moment-là où tu cherchais un emploi dans le monde du Bitcoin. Peut-être tu pourrais donner un aperçu de comment tu as découvert le Bitcoin, la scène à Montréal, comment tout a commencé. Ouais. Imagine ça, j'étais en cours de macroéconomie, c'était le semestre d'hiver 2012 et mon prof nous parlait du business international des narcotiques et de la cocaïne tout particulièrement en discutant du site bien connu sous le nom du Silk Road. Évidemment, un ami à moi qui s'appelle Charles et moi-même, du coup, on s'est baladé sur le Silk Road pendant le cours et tout était en Bitcoin. Et donc, le prof aussi nous parlait de cette monnaie un petit peu bizarre d'Internet qui venait des coins sombres du cyberespace. Et puis bon, j'ai complètement un peu zappé. Après, plusieurs années s'en sont suivies. Et il y a eu une saisie du Silk Road, évidemment, que tout le monde connaît. Et il y a eu ensuite cette vente aux enchères. Au moment où Tim Draper il a décidé d'acheter donc la plupart des bitcoins vendus par le gouvernement américain. À l'époque, c'était 600 $ un coin, je crois. Et donc, c'est revenu un peu comme ça dans ma vision, on va dire. Et en même moment, ou à quelques semaines d'intervalle, je ne me rappelle plus trop, il y avait ce gars un petit peu bizarre, excentrique, qui était sur le campus de McGill et qui donnait des papers Bitcoin à tout le monde. Évidemment, ce gars bizarre, c'était Francis Pouliot, qu'on connaît tous. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce gars qu'est-ce qu'il fait Bitcoin? Ça revient encore. Et puis bon, voilà, j'ai complètement zappé. Et je suis rentré, on va dire, plus à temps plein dans l'univers un peu plus vaste et escamé du crypto, dans mon emploi chez un fonds en capital de risque, donc un venture capital. Ça, c'est quand je suis rentré en 2015 et j'ai commencé un peu à m'intéresser à tout ce qui était crypto en 2016-2017. Et puis, en fait, le gros problème, c'était que ce fonds-là voulait investir dans toutes ces crypto-monnaies. Euh, à l'époque, on avait un analyste d'ailleurs, c'était un gars qui avait fait le pre-sale de Ethereum, donc évidemment, il était euh, blindé. Et donc, tout le monde le voyait un peu comme un grand sage, quelqu'un qui connaît tout en crypto. Alors que bon, au final, je ne sais pas s'il connaissait grand-chose, mais bref. Et là, le grand défi, en fait, à l'époque, c'était pour une institution financière qui gérait de l'argent pour autrui, c'était la gestion et la custody, en fait, la garde d'actifs du Bitcoin et évidemment de tous ces autres shitcoins. Et dans cette recherche, c'est là où j'ai découvert du coup qu'il y avait une petite équipe d'ingénieurs qui travaillaient sur ce problème-là à Montréal. Donc coup de bol, et c'était donc Knox. Et Knox, je les ai rejoints, c'était j'étais dans leur première recrue non technique, on va dire non ingénieur, et c'était l'été 2018. Voilà. Puis après, rapidement, fin 2018, en fait, il y a eu une conférence à Toronto. C'était Saifeddin qui parlait du lancement en fait du Bitcoin Standard, son bouquin donc, qui a vachement marché, que tout le monde connaît. Et donc c'est vraiment lui qui m'a vraiment plus tiré, évidemment, du côté
Bitcoin maximaliste et tomber dans tout ce qui était sound money, gold, etc. Chose que honnêtement, avant, je connaissais pas trop et je m'intéressais pas trop à ça, quoi. Tout ce qui était école autrichienne, etc., c'était... moi, j'ai fait quelques études d'économie, c'était du Keynesian à fond. Et voilà, quoi. Et depuis 2019, on va dire que je tombe dans ce rabbit hole sans fin. Cool, ouais. En fait, je viens de me rappeler, c'est la raison, je pense, pour laquelle on t'a rencontré en premier lieu, c'est que on avait une compagnie de mining, une startup de mining, et Ouais, on ouais, je me parlait souviens. potentiellement d'investir ou peu importe. Donc, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. C'était notre premier startup, donc on était vraiment inexpérimentés, mais c'était cool. Le vidéo que tu parles, je sais de quoi tu parles, c'est une vidéo légendaire, là, je vais le mettre dans la description pour que les gens le visionnent, là, avec c'est quelqu'un qui était déguisé en astronaute ou quelque chose, là, puis il distribuait partout dans la rue, et ouais, là, c'était vraiment nice. Ouais, ouais, ouais. Donc, ouais, le concours de circonstances, je pense que tu as quand même ramené rapidement sur le bon chemin. Souvent, les personnes vont entendre parler du Bitcoin, mais ils vont pas s'y intéresser pendant des années et revenir par la suite. Mais toi, ça a quand même roulé rapidement. Pour ceux qui connaissent pas Nox, peut-être tu pourrais, je pense qu'ils sont encore actifs, n'est-ce pas? Tu as travaillé pour eux, tu as dit en tant que travailleur pas technique, donc sûrement plus marketing, vente. C'était comment cette expérience-là de vendre l'idée de faire du self-custody, surtout à des grosses compagnies? C'est sûr que d'un point de vue utilisateur, c'est un peu plus facile parce que tu as besoin un petit ledger, un petit trésor, un petit code card. Mais pour une compagnie, ça devient vraiment plus complexe comme problème. Donc, peut-être tu pourrais résumer un peu ton expérience là et c'est quoi que tu as appris? Ouais, c'était une sacrée expérience, Nox, parce qu'en fait, à l'époque, il y avait très très peu d'offres pour des grosses entreprises qui, euh, qui souhaitaient en fait faire de la garde, de la conservation de Bitcoin. Évidemment, il y avait les gros BitGo, par exemple, qui étaient très connus. Mais eux, ils ont commencé en fait comme un portefeuille de co-signataires où ils font donc du multi-signature collaboratif, où donc tu es une entreprise, tu as une clé, une deuxième clé que tu donc ségrègues, et puis BitGo va être la troisième clé de recovery. Et après, ils ont en fait lancé leur gamme de produits full custody, où en fait, eux gèrent 100% des clés et donc ont la possession et le contrôle des clés. Et toi, en tant que client, va avoir du coup un contrôle via ce custodian. Euh, et en fait, ce qui était difficile, et ce qui a été en fait difficile pour Nox pendant plusieurs années, c'était de réussir à bâtir une réputation autour de la sécurité du produit, étant donné que le marché qu'ils ont attaqué, c'était directement un marché d'entreprise, un marché entre guillemets institutionnel. Après, institutionnel, c'est vraiment un chapeau très large qui est souvent utilisé un peu à toute sauce. Et ce que ça veut dire, c'est voilà, ça va être des gestionnaires de fonds, des family office, des banques privées qui souhaitent justement rentrer dans ce marché-là. Et la réalité, c'est qu'aujourd'hui, souvent, ces types d'entités-là vont commencer à travailler avec des entreprises qui sont déjà très connues, qui ont déjà un historique, qui ont une réputation, qui sont des entreprises valorisées à plusieurs centaines de millions, voire milliards de dollars, qui sont aux US souvent, euh, parce que justement, voilà, ça vient avec un pédigré et un côté de réputation et de confiance, en fait. Et c'est marrant parce qu'on revient un peu dans cette notion de confiance quand on parle de custody. Euh, Après, idéalement, voilà, tous les individus devraient gérer leurs propres clés, jamais passer par un custodian. Les entreprises aussi. Je pense qu'on va y arriver de plus en plus, mais aujourd'hui, la réalité, c'est qu'il y a des défis opérationnels encore. Quand tu vois que tu es une firme comme MicroStrategy qui a aujourd'hui, je crois, 140 000 bitcoins, ça vaut 4 milliards de dollars. C'est pas ta spécialité opérationnelle. Donc, avoir en fait une équipe interne dédiée à la custody, c'est très compliqué. Ça invite plein de risques. Au niveau des polices d'assurance aussi que ces entreprises doivent avoir, ça ajoute en fait un coût
supplémentaires. Il y a certains, d'ailleurs, courtiers en assurance qui refusent même de couvrir ce risque. Donc, c'est pour ça aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'entreprises qui passent par des custodians de renommée, en fait, de grands noms. Et le danger là-dedans, d'ailleurs, ça ne veut pas dire que ce custodian est forcément plus sécuritaire, d'ailleurs. C'est pas parce qu'il a un nom connu, qu'il a un bon marketing, que forcément sa sécurité, elle est bonne. Donc voilà, Knox, en fait, c'était vraiment intéressant de les aider dans ce marché-là. Ils avaient une nouvelle approche de la custody où, en fait, au lieu que le produit de custody soit un produit secondaire, qui soit un peu comme un spin-off, en fait, d'un autre business, Knox s'est attaqué à ce produit-là en premier. Et je dis un spin-off, c'est-à-dire, par exemple, Coinbase, c'était un échange à la base. Et puis, au fur et à mesure qu'ils ont développé leurs opérations, ils ont dû, en fait, créer un produit à l'interne pour gérer les clés de leurs clients et stocker, en fait, leur Bitcoin de manière sécurisée. Et puis, évidemment, tous les shitcoins qui viennent avec, qui sont listés chez Coinbase. Et après, ils ont finalement extrait, en fait, cette partie opérationnelle et ils ont fait un business à part entière aujourd'hui qui s'appelle Coinbase Custody et qui est uniquement dédié donc à ça. Et Knox, voilà, c'était vraiment c'était 100% custody à la base. Et le gros défi là-dedans, c'était, bon, il y en avait plein au niveau réglementaire. Au Canada, à l'époque, il n'y avait pas du tout de clarté au niveau de cette catégorie de business. C'est-à-dire comment est-ce qu'un custodian doit être réglementé, quelles sont les procédures et les programmes de conformité qui doivent être mis en place à l'interne, etc., etc. Le côté le plus intéressant, c'était au niveau de l'assurance. Après, c'était vraiment essayer de travailler avec les assureurs pour leur faire comprendre le risque de gestion de clés privées de Bitcoin, leur expliquer tout le life cycle des clés, donc du moment où tu vas créer une clé avec de l'entropie, au moment où tu ensuite stockes la clé privée dans un HSM, un hardware device type Coldcard, Bitbox ou autre, et ensuite que tu utilises donc ces dispositifs pour signer des transactions. Et évidemment, faire les backups de ces clés. Donc, dans tout, en fait, ce life cycle, c'était leur expliquer quels sont les risques, quels sont les vecteurs d'attaque, comment est-ce qu'on quantifie ça, comment est-ce qu'on minimise ces risques, et après, comment est-ce qu'on arrive à avoir une police d'assurance qui protège Knox de ces risques-là, risque de perte et risque de vol du Bitcoin, pour évidemment protéger les clients qui utilisent ce service. Donc, c'était vraiment voilà, le pari de Knox, c'était est-ce qu'on peut développer un custodian de Bitcoin qui soit minimisé au niveau du risque. Et donc, ils ont réussi en fait en 2019 à aller chercher. Donc, c'était une des premières polices d'assurance qui couvrait tous ces risques-là, alors que Knox, c'était vraiment une petite entreprise qui venait de nulle part à la base, quoi. Donc ça, je pense, ça a été vraiment un super accomplissement. Et puis voilà, aujourd'hui, Knox, moi, j'y suis plus depuis quelques années. Je garde un peu, on va dire, un œil sur ce qu'ils font parce que je trouve que c'est techniquement intéressant. Mais je pense que ce marché-là, en fait, il est voué à se consolider. Il va y avoir de plus en plus d'acquisitions entre des grosses entreprises parce qu'il y a un coût de conformité qui est énorme. Et au Canada, aujourd'hui, par exemple, pour offrir des services de custody, il faut soit être un trust, soit être enregistré en tant que broker-dealer chez iRock. Et ça a des coûts. Il faut mettre du capital réglementaire de côté dans un compte qui ne bouge pas. Il faut certains professionnels à l'interne qui ont des titres euh, dans tout ce qui est secteur financier, etc. Donc, c'est plus une boîte technologique, c'est vraiment des boîtes financières, quoi. Voilà. C'est cool d'avoir. En fait, nous, on s'est invité dans les bureaux de Knox et on s'est fait présenter la technologie et toute la méthode avec toutes les clés distribuées à travers plusieurs centres de la planète pour avoir assisté un peu à la démonstration. Là. C'était vraiment impressionnant d'un point de vue technologique. Donc, c'est cool de voir que c'est arrivé à Montréal. Donc, j'espère que ça va bien. Peut-être ça va. Toi, j'imagine, tu conclus que ça va finir en acquisition de Knox ou peut-être ça serait-tu une bonne sortie pour Knox ou vendre la technologie à une boîte justement qui est plus qualifiée d'un point de vue financier et réglementaire ou comment tu vois, juste pour clore?
la discussion. Comment tu vois l'avenir de Nox? Ouais, je pense que c'est une alternative qui peut être intéressante pour l'entreprise parce que voilà, Nox, eux, ils sont vraiment spécialisés dans la technologie et donc faire un partenariat ou même une fusion ou acquisition avec une entreprise qui, elle, est spécialisée dans tout ce qui est finance et qui a justement tout ce côté conformité qui est déjà pris en charge, ça peut être intéressant, quoi. Donc, oui, je pense qu'il y a des synergies là-dedans. Après, aucune idée de ce que Nox va réussir à faire, ce qu'ils veulent vraiment faire au niveau stratégique. Seul l'avenir pourra nous le dire. Mhm. Super, on peut passer à la prochain chapitre de ta vie Bitcoin. Donc, je pense que c'est bien de parler des hauts des bas en tant qu'entrepreneur. C'est normal à travers un parcours d'avoir euh, des, je ne sais pas si on peut appeler ça des échecs, mais surtout des apprentissages qui arrivent. Donc, moi, personnellement aussi, avec Verify, on a appris des trucs quand ça finit par ne pas marcher. Et toi, de ton côté, tu as tenté de faire un projet qui s'appelle Docs Reserve, donc un échange en France, si je ne me trompe pas, ou en Europe, plus en général, non-custodial Bitcoin. Et finalement, ça n'a pas marché à cause d'un conflit et tout ça. Donc, peut-être si tu as une leçon à tirer ben, si tu peux te résumer un peu ce qui s'est passé et des leçons à tirer pour du monde, des entrepreneurs, par exemple, qui veulent se lancer dans le Bitcoin et ont peut-être peur que ça va finir en échec ou c'est quoi tes conclusions par rapport à ça? Ouais, écoute, comme tu l'as dit, c'était donc Dux, c'était un échange, enfin pas un échange, un courtier de Bitcoin non custodial basé en France, réglementé en France avec donc l'autorité des marchés financiers qui est donc l'équivalent de l'AMF au Québec, euh, partenaire bancaire, client français, etc. Et donc j'ai fait ça avec un associé avec qui bah, ça s'est mal passé. À la fin, il y a eu plusieurs conflits entre nous au niveau de la vision, au niveau de l'implication dans le projet, au niveau du rythme et de la cadence de travail, etc. Donc, pas dans le même fuseau horaire. Donc ça, je pense, ça a ajouté une certaine difficulté opérationnelle évidente. Euh, et à ce moment-là, en même temps, on a été approché par diverses entreprises pour des acquisitions, en fait, tout simplement. C'était surtout pour racheter la licence, enfin pas une licence, mais l'enregistrement de Dux auprès de l'AMF. Donc des entreprises beaucoup plus grosses qui souhaitaient s'établir en France. Et, euh, et donc finalement, ça c'est venu en même temps que ce conflit qui durait depuis des mois maintenant entre associés. Et on a essayé de discuter un petit peu pour voir comment on pourrait s'en sortir de ça et potentiellement éviter de rester bloqué et de faire stagner l'entreprise. Et puis finalement, on a fini la discussion a fini par se bloquer et on a décidé donc de se séparer complètement. Et donc, moi et un second associé de sortir de l'entreprise et laisser le troisième associé avec qui on s'entendait plus prendre la suite de l'aventure. Aujourd'hui, je ne sais pas trop ce qui se passe avec cette entreprise. Je ne m'y intéresse plus trop. Mais donc ça, voilà, le premier, je dirais, la première grande leçon, ça a été de, d'essayer de constamment s'assurer qu'il y a un alignement entre les associés sur ce qu'on veut faire, où est-ce qu'on s'en va, au niveau de la cadence. Et, et, et la réalité, c'est qu'il y a un énorme risque lorsque tu t'associes avec quelqu'un en business. Ça apporte énormément de risques. Du coup, en tant que bon gestionnaire de risque, ce qu'il faut voir, c'est s'assurer que la récompense, que les bénéfices en fait de cette association dépassent largement le risque de s'associer avec cette personne. C'est évident hein, ce que je dis, ça paraît très logique en théorie, euh, mais voilà, peut-être que moi je pense que de ce côté-là, j'ai peut-être fait un mauvais calcul. Donc ça, à ce niveau-là, bon apprentissage. Après, deuxième apprentissage, je dirais, c'est au niveau de, de ce qu'il faut faire, c'est-à-dire arriver à vraiment déterminer la priorité
du moment au niveau du produit, au niveau du positionnement, vraiment bien comprendre qui on va aller chercher en termes de clients, quel produit on a besoin de développer pour aller satisfaire les besoins de ce client et garder ça le plus simple possible. Donc avec Dux, on avait comme idée de faire donc ce courtier non custodial, mais aussi de permettre directement à des utilisateurs d'acheter leur Bitcoin dans leur coffre multisig. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'avant de développer le courtier, on a développé un portefeuille ou coffre multisignature où les utilisateurs pouvaient, avec des appareils physiques type Coldcard, Trésor et Ledger, pouvaient se créer donc des coffres multisignatures du style 2 sur 3. Donc, j'enregistre mes 3 appareils. C'était un logiciel complètement gratuit et open source, distribué sous la licence MIT. Malheureusement, ça a été retiré de GitHub il y a quelques mois. Donc, il n'est plus disponible. Donc, avec cet outil, les utilisateurs, l'idée, c'était qu'ils pouvaient donc se créer ce coffre multisig et acheter leur Bitcoin directement dans ce coffre multisig, cold storage, assez sécurisé. Et la roadmap, ensuite, était de venir ajouter un service de gestion de clés collaboratifs, où tu pouvais justement, toi, en tant qu'utilisateur, avoir 2 clés que tu gères sur les 3, et la 3e clé est gardée par Dux, par exemple, en tant que co-signataire. Voilà, on n'a pas réussi à se rendre à cette vision ensemble. Peut-être qu'un jour, ils le feront, j'en sais rien. Et je pense que voilà, la leçon là-dedans, c'était que potentiellement, on a pris peut-être trop sur nos épaules, trop vite, et qu'on a voulu faire peut-être trop de choses en même temps, avec une équipe qui était peut-être pas idéale pour réaliser ça. Et donc, ça a amené évidemment plein de complexités. Voilà. Au final, comme tu l'as dit, c'est un bon apprentissage. J'ai aussi appris une 3e chose, c'est que gérer une entreprise régulée avec des programmes de conformité qui doivent être mis en place, c'est coûteux et demande une certaine philosophie qui potentiellement peut se révéler un peu compliquée à gérer pour un Bitcoiner. Parce qu'en fait, évidemment, il y a des procédures assez spécifiques à mettre en place pour l'identification du client, donc tout ce qui est KYC. Après, il y a évidemment une veille réglementaire qui doit être mise en place, où constamment tu vas regarder que les règles mises en place par le régulateur ne changent pas, ou si elles évoluent, ajuster ta conformité à l'interne pour évidemment répondre à ces obligations-là, étant donné que tu es une entreprise qui est enregistrée et du coup qui doit des comptes à ces régulateurs. Donc finalement, voilà, ça apporte tout un coût opérationnel aussi, au-delà de la philosophie. Et donc voilà, il faut, je pense, bien le calculer aussi dans son modèle en tant qu'entrepreneur, parce que c'est pas gratuit, quoi. Non, super. C'est des très bonnes leçons. Comme tu as dit, ça paraît évident quand on le dit, mais je pense que quand on le vit, c'est différent parce qu'on l'internalise et par la suite, tu développes un certain instinct d'affaires, je pense, pour la suite. Donc, pour ceux qui écoutent, inquiétez-vous pas, ça peut être normal, ça peut être difficile, mais par la suite, la vie continue et d'autres opportunités vont se présenter. Et Clairement. aujourd'hui, vraiment, ce que je voulais faire, c'est comme te présenter parce que j'aimerais ça t'inviter plusieurs fois. Je pense que sur le podcast, tu as beaucoup de. Tu es très bon à vulgariser justement tout ce qui est clé privée, gestion multisig et tout. Peut-être pas toute l'audience est au courant. Je ne sais pas c'est quoi le niveau d'expertise, par exemple, au niveau de toutes les technologies. Donc aujourd'hui, on n'a pas l'occasion de parler, rentrer en détail de tout ce qui est multisig, mais si tu voudrais bien une autre fois, peut-être on peut plonger plus, parce que tu écris là-dessus aussi, je vais mettre tes écrits dans la description. Mais comme les gens, je pense, peuvent déjà le réaliser, tu en connais beaucoup. Super, on peut passer
sur ta situation actuelle, je pense, chez Wasabi. Donc, je pense que Wasabi, c'est surtout un sujet euh, qui circule dans l'univers anglophone. Donc, pour l'instant, mes auditeurs sont surtout québécois, donc pas nécessairement au courant de toutes les avancées technologiques les plus avancées. Et donc, ici, peut-être tu pourrais commencer par un résumé de c'est quoi Wasabi, ça sert à quoi, ça vient d'où, ça serait bien. Oui, bien sûr. Alors, Wasabi, ouais, j'ai commencé à contribuer à ce projet-là, c'était en septembre dernier. Et Wasabi, c'est un portefeuille Bitcoin euh, qui a une fonctionnalité bien particulière qui est celle du CoinJoin. Donc, c'est un portefeuille Bitcoin qui est vraiment axé sur la protection de la vie privée de ses utilisateurs. Et le CoinJoin, c'est une technologie Bitcoin qui te permet d'aller euh, amener un certain niveau de vie privée et d'anonymat sur tes transactions Bitcoin et sur ton épargne Bitcoin, si tu veux. Le CoinJoin, c'est quoi? C'est très simple, c'est une transaction collaborative Bitcoin qui permet à plusieurs utilisateurs ensemble de s'envoyer à eux-mêmes du Bitcoin. Et donc, lorsque tu as 100, 200, voire 400 participants dans une seule et même transaction, ces participants qui s'envoient à eux-mêmes du Bitcoin, ça va venir rompre la traçabilité de l'historique de ces transactions. Et donc, du coup, amener un certain niveau de, de vie privée, en fait, ramener, si tu veux, un certain niveau d'anonymat à ses utilisateurs. Alors, pourquoi évidemment, pour comprendre le bénéfice du CoinJoin, il faut comprendre le modèle du Bitcoin au niveau des UTXO. Donc, un UTXO, ça veut dire Unspent Transaction Output, c'est un acronyme. Ce que c'est, en fait, c'est une transaction que tu as reçue dans ton portefeuille qui n'est pas encore dépensée, mais qui est dépensable. Et si on prend toute la somme dans ton portefeuille de ces transactions, ça te donne en fait le solde de ton wallet Bitcoin. Et aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, évidemment, c'est qu'un UTXO, il est traçable. C'est-à-dire qu'on peut vraiment retracer tout l'historique de cet UTXO jusqu'à sa création, ou d'ailleurs sa découverte. Ça, on peut en débattre. Hein. Est-ce que les Bitcoins sont créés ou est-ce qu'ils sont découverts? Moi, je dirais qu'ils sont découverts. Euh, et du coup, c'est très pratique parce que comme n'importe qui peut aller vérifier euh, tout cet historique de tous ces UTXO, euh, à n'importe quel moment, n'importe quel utilisateur qui a une full node Bitcoin peut tout simplement aller vérifier l'offre en circulation totale des Bitcoins qui existent. Et aussi, évidemment, contrer les doubles dépenses, qui sont évidemment qui fait partie d'une des grandes innovations de Bitcoin, c'est-à-dire de contrecarrer la double dépense sans tiers de confiance. Et donc ça, c'est grâce au full node et grâce au modèle du TXO que Bitcoin utilise. Donc c'est très bien pour tout ce qui est contrecarrer la fraude, en fait. La double dépense, c'est de la fraude. Et euh, la vérification de l'offre, c'est-à-dire de la circulation totale des bitcoins, pour s'assurer qu'on ne dépasse pas les 21 millions. Gérer tout ce qui est problème d'inflation. Encore une fois, sans tierce partie. Mais le côté, on va dire, négatif de ça, c'est que la vie privée sur Bitcoin, elle est très compliquée parce que tout est traçable. Toutes ces transactions sont publiques. Et donc, c'est là voilà, que le CoinJoin prend tout son sens parce qu'il vient amener justement cette couche d'anonymat sans pour autant dérégler ces deux assurances qui sont donc anti-fraude et anti-inflation de Bitcoin. Corrige-moi si je me trompe, mais j'aime bien utiliser l'analogie de l'or pour expliquer les UTXO. Donc, par exemple, quand maintenant vous regardez dans votre portefeuille, souvent, la plupart des portefeuilles vont seulement afficher la balance totale de votre Bitcoin. Mais comme Thibaut a dit,
il se peut que cette balance-là soit composée de plusieurs morceaux de Bitcoin séparés. Donc, imaginez que vous avez 1 kilo d'or au total dans votre portefeuille, mais qu'en fait, il y a trois morceaux, il y a trois morceaux, deux de 1 kilo, pardon, deux de 100 grammes et un de 800 grammes. Est-ce que jusqu'à présent, ça marche? Ce Ouais, que c'est je dis ça. ou, Ouais, 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 c'est exactement ça. C'est-à-dire que si tu as, et, moi, je et- vais faire. et Oh, vas-y, continue. Et dans le fond, un CoinJoin, c'est comme si, mettons que vous voulez anonymiser un certain morceau d'or, ben, vous le faites fondre avec tous les morceaux d'or des autres participants au CoinJoin. Et quand les nouveaux lingots qui en ressortent, ben, ils n'ont absolument aucun lien avec le lingot de départ. Je ne sais pas si c'est une analogie. Évidemment, aucune analogie est parfaite, mais juste pour expliquer les UTXO, j'aime bien utiliser, justement, faire fondre des lingots, les remodeler, les reséparer. Je ne sais pas si c'est une bonne analogie ou tu en as une meilleure, peut-être. Ouais, non, c'est une très bonne analogie. C'est une très bonne analogie. Je pense que ça, elle marche bien. En fait, l'idée, c'est vraiment ça, c'est d'essayer de rompre le lien entre la provenance d'un Bitcoin et où est-ce qu'il s'en va, la destination. Et donc, sur Bitcoin, on parle de input et d'output. Et le CoinJoin, en fait, vient couper clairement le lien entre ces deux. C'est un petit peu comme, moi j'ai une autre analogie qui est pareil, pas du tout parfaite, hein, mais c'est, tu vas sur ton navigateur, tu cliques effacer historique, et d'un coup, tu n'as plus d'historique. Le CoinJoin, c'est pas qu'il n'y a plus d'historique, c'est qu'en fait, on ne sait pas quel historique est associé à tes coins aujourd'hui. Et c'est l'historique qui pourrait être associé à tes coins. Il y a tellement de possibilités que ça devient impossible en fait de le retracer. Et donc, ça t'amène cette notion ça te ramène en fait cette notion de vie privée sur Bitcoin. Super. Bon, ça a l'air un peu compliqué, mais justement, le but de Wasabi, c'est de rendre l'action de coin-joiner, je ne sais pas si c'est un verbe, tes bitcoins d'une manière facile. Donc, pour ceux qui ne l'ont jamais utilisé, est-ce que tu peux expliquer plus le chemin en tant qu'utilisateur? Évidemment, maintenant, il y a Wasabi 2.0, donc il y a eu un changement relativement drastique au niveau du UI et tout, du user experience. Mais pour un utilisateur, ça consiste en quoi exactement utiliser Wasabi et, euh, et CoinJoin dans le fond? Alors, pour un utilisateur, c'est franchement très simple et l'équipe de Wasabi a fait un travail assez remarquable de ce côté-là. Tu as parlé du UI, donc le changement, un redesign d'interface qui a été énorme, mais aussi un redesign du protocole CoinJoin absolument gigantesque aussi, qui apporte d'autres garanties en termes de vie privée qui sont assez majeures. On pourra en parler si tu veux. Mais aujourd'hui, grosso modo, un utilisateur, qu'est-ce qu'il fait? Il va sur le site wasabiwallet.io. Attention de vraiment être sur le bon site parce que malheureusement, il y a des scammers qui font des faux sites de phishing et qui te font télécharger un mauvais wallet. Donc voilà, wasabiwallet.io. Tu vas sur le site, tu télécharges le wallet. Toujours vérifier l'intégrité du fichier qu'on télécharge. Récemment, d'ailleurs, ton cher acolyte Gustavo Flores, qui maintenant contribue aussi au projet, a écrit un super article qui revoit justement les stratégies de signature de logiciels. Grosso modo, ça permet de s'assurer que le logiciel que tu as téléchargé sur ton ordinateur, c'est bien le logiciel que tu voulais télécharger et qui a été développé par le développeur de confiance qui est derrière Wasabi. C'est très important de vérifier donc les signatures qui viennent avec ce logiciel pour des questions de sécurité, tout simplement. Ça paraît un petit peu intimidant, mais honnêtement, il y a des guides qui sont faits aujourd'hui sur Wasabi et qui t'expliquent ça de manière très très simple. Et encore une fois, c'est important de le faire. Euh, En général, d'ailleurs, petite parenthèse, la plupart des logiciels qu'on télécharge, on ne vérifie pas ces signatures parce qu'on utilise des plateformes de confiance type App Store ou le Windows Store qui, eux, vont en fait faire ces vérifications pour l'utilisateur.
Et donc, la confiance, elle est basée sur ces entreprises qui font les vérifications pour toi. Donc, niveau expérience utilisateur, c'est plus simple, mais ça vient évidemment avec une certaine relation de confiance que tu dois avoir avec ces entreprises. Voilà. Donc, une fois que tu as téléchargé le logiciel, voilà, très basique, vérifier que le logiciel, c'est le bon, tu l'installes. Une fois qu'il est installé, c'est un logiciel Bitcoin standard que tu peux utiliser de manière complètement libre, complètement gratuite, sans payer aucun frais, à part évidemment les frais de minage du réseau Bitcoin, que n'importe quelle wallet te fera payer de toute manière. Et puis voilà, basta. Si maintenant tu veux utiliser la fonctionnalité de CoinJoin sur Wasabi, lorsque tu vas faire envoyer du Bitcoin sur ce wallet, par défaut, la fonctionnalité de CoinJoin, elle est activée. C'est-à-dire que tu n'as absolument rien à faire et les fonds que tu as envoyés sur ce portefeuille vont être coinjoinés. Hein, on peut peut-être l'utiliser finalement, ce verbe, comme tu disais, pour du coup venir justement rompre l'historique de transaction de ces coins dont tu disposes. Et le portefeuille Wasabi, en fait, te donne un indicateur de privacy qui est sur 100. Et donc, dès que tu atteins le score de 100%, c'est que ton wallet tout entier est donc privé et donc sécuritaire à utiliser pour des transactions futures. Excuse-moi, je suis un peu sous émotion. Je viens de recevoir une photo de ma nièce. Ma soeur vient d'accoucher. Donc, je suis oncle officiellement Oh, à nice! l'instant même. Donc, Bravo! Félicitations! c'est cool, ça arrive durant le podcast. Merci, merci. Bon, je vais essayer de rattraper mes On peut la émotions. couper court hein, si tu veux. Euh, On fera une deuxième partie plus tard. non, non, c'est cool. De toute façon, je m'en vais les voir parce que, bon, toi, tu sais que j'habite au Mexique, les auditeurs aussi. Donc, je vais visiter dans les prochaines semaines Canada Ils sont pour aller au dire Québec, allô. à Montréal, ouais. Nice. Mais bon, oui, au Québec, ouais. C'est pas tout le monde qui est fou hein, comme nous de changer de pays. On peut en parler brièvement plus tard du choix de Yes. ton pays à toi. Pour Wasabi, donc, comme tu as dit, pour résumer vraiment, ça a l'air vraiment compliqué. Et toi, évidemment, tu vulgarises d'une manière un peu poétique, quasiment tout ce qui est anonymat et tout. Donc, mais vraiment, là, Wasabi, t'envoies les bitcoins sur le portefeuille comme n'importe quel portefeuille. Il y a un bouton mixé et c'est pratiquement simple comme ça. Évidemment, derrière l'interface, il y a vraiment de la magie cryptographique qui se déroule. Puis tu as mentionné justement une différence entre la première version et la deuxième version d'un point de vue cryptographique, logiciel derrière ce qui se passe. C'est quoi le plus gros avantage ou d'un point de vue anonymat avec la nouvelle version? Ouais, alors bon, il y a tellement de choses à dire là-dessus. Je pense qu'il nous faudrait un podcast de 3 heures. Récemment, d'ailleurs, on a fait un Twitter Space qui est en anglais avec Max Hillebrand, qui est donc un des contributeurs majeurs du projet et qui est le CEO de ZK Snacks, qui est l'entreprise derrière Wasabi. Puis peut-être qu'on peut parler de la relation après si tu penses que ça peut intéresser tes auditeurs. On pourra peut-être lier d'ailleurs, enfin partager le lien du Twitter Space où on discute vraiment en détail de certaines améliorations que Wasabi 2.0 a par rapport à 1.0. Si je te le fais en très simple, en résumé, on parlait de change tout à l'heure. C'est-à-dire que si moi j'ai un coin, un UTXO de 1 Bitcoin, et moi je veux t'envoyer 0,4 Bitcoin, je t'envoie les 0,4 Bitcoin. En fait, je t'envoie le Bitcoin au complet. Toi, tu vas recevoir 0,4 Bitcoin, et moi je vais recevoir en retour un change qui est donc de 1 moins 0,4, soit 0,6 Bitcoin. Ce change-là, quand il revient dans mon wallet, il arrive sur une nouvelle adresse, certes, donc ça c'est bien, parce qu'il ne faut jamais réutiliser d'adresse sur Bitcoin. Niveau privacy, c'est terrible. Mais le problème de ce change, c'est qu'il a un lien direct avec si tu veux, le coin de départ, c'est-à-dire le 1 Bitcoin que j'ai utilisé pour te payer ces 0,4 Bitcoin. Et donc ce change, on dit qu'il a un lien déterministe, c'est-à-dire qu'on sait
de manière certaine, à 100%, que ce 0,6 Bitcoin de change provient du 1 Bitcoin. Et donc, le problème de ça, c'est que ça rend en fait toutes mes futures transactions potentiellement traçables de manière encore plus évidente et qu'on peut finalement mettre en relation via une, une méthode en fait communément utilisée dans l'analyse de chaînes, qui est aujourd'hui une pratique qui en fait, si tu veux, est liée à la surveillance de toutes les transactions Bitcoin, puisqu'on disait tout à l'heure, c'est un système qui est public, qui est ouvert, donc n'importe qui peut voir ce qui se passe sur le réseau Bitcoin. Et il y a une logique derrière ça qui dit, si j'ai plusieurs coins que j'utilise dans une seule et même transaction, il y a une forte probabilité pour que tous ces coins qui sont utilisés proviennent du même utilisateur, soient gérés par le même utilisateur. Ça, en anglais, on dit Common Input Ownership Heuristic. C'est un peu un mot compliqué voilà, à baragouiner. Euh, et donc, le change, en fait, il est en proie à ça. Et pour revenir à Wasabi, et là, évidemment, on part un peu dans le technique, mais le CoinJoin vient rompre cette logique de Common Input Ownership, qui consiste donc à dire si plusieurs inputs, donc plusieurs coins, sont utilisés dans une seule et même transaction, alors ces coins viennent probablement du même utilisateur, sont contrôlés par la même personne. Le CoinJoin en fait vient rompre cette logique complètement, puisqu'il y a plusieurs utilisateurs qui participent ensemble, comme on l'a dit, dans la même transaction, et donc ils vont contribuer plusieurs coins du côté input et plusieurs coins du côté output, et donc rendre la traçabilité difficile. Et donc le change, c'est directement lié à ça. Et dans Wasabi 2.0, contrairement à Wasabi 1.0, la gestion du change, elle est complètement différente. Et donc là, après, voilà, on tombe un peu dans quelque chose de plus, un peu plus spécifique. Mais si tu veux, dans 1.0, pour pouvoir CoinJoin, il te fallait 0,1 Bitcoin au minimum. Donc si, admettons, tu avais un coin de 0,17 Bitcoin, tu allais recevoir de l'autre côté, enfin obtenir plutôt un coin privé, donc CoinJoiné de 0,1 Bitcoin, et recevoir un change de 0,07 Bitcoin. Et ce change-là, il a donc ce fameux lien déterministe, parce qu'on sait qu'il est lié au input, alors que le coin de 0,1 Bitcoin, on ne sait pas qu'il est lié. Et le problème de ça, c'est que du coup, on va qualifier ce change de toxique. Et dans Wasabi 1.0, c'était à l'utilisateur de faire attention de ne pas réutiliser un change toxique avec un output, un coin privé, dans une seule et même transaction. Alors évidemment, il y avait, si tu veux, des alertes au niveau de l'interface, mais le problème, c'est qu'il y avait certains utilisateurs, des fois, qui allaient au-delà de ces alertes et qui allaient quand même mixer, consolider en fait un change toxique et un output privé, et du coup déanonymiser leur coin privé et révéler en fait l'historique passé de leurs transactions, ce qui finalement vient annuler en fait le bénéfice du CoinJoin. Donc à ce niveau-là, tu as payé pour un service, parce que le CoinJoin, il y a des frais de coordination de CoinJoin qui malheureusement, potentiellement, ont servi à rien si tu as consolidé tous tes coins ensemble. Et dans Wasabi 2.0, la manière dont le change est géré est totalement différente. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans Wasabi 2.0, tu n'as plus besoin de 0,1 Bitcoin au moins pour mixer. Tu peux utiliser n'importe quelle somme de Bitcoin à partir de 5000 sats et jusqu'à des centaines de bitcoins si tu veux, quoi, dans un seul et même CoinJoin. Et ça, c'est parce que derrière Wasabi 2.0, il y a un nouveau protocole donc tu parlais de la magie cryptographique, c'est complètement dingue. Ce protocole s'appelle Wabi-Sabi, qui veut dire, c'est un mot japonais qui veut dire aller chercher de la beauté dans l'imperfection. Donc c'est assez poétique. Et en fait, là-dedans,
tu vas pouvoir participer donc dans un CoinJoin avec des coins de 0,17, 0,0035, peu importe, ou 15 bitcoins si tu veux. Et tous ces utilisateurs qui ont des dénominations différentes vont pouvoir participer dans le même CoinJoin. Et de l'autre côté de ce CoinJoin, donc du côté output, avoir des outputs standards de plusieurs montants possibles qui, on l'espère, finalement, carrément élimine ce change toxique. C'est-à-dire que même si toi et moi, on n'a pas les mêmes dénominations du côté input, on va potentiellement avoir des dénominations communes du côté output et potentiellement même zéro change toxique. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de lien déterministe entre le change que je reçois en fait dans mon wallet et l'input que j'ai utilisé dans cette transaction. Voilà, je m'arrête là, j'essaie de le simplifier au maximum. Comme je te disais, je pense qu'il faudrait 2 heures pour discuter en fait de toutes les garanties de vie privée que Wabi-Sabi comme protocole de CoinJoin peuvent apporter à des utilisateurs. C'est vraiment fascinant. Mais voilà, restons à ce niveau-là. Et puis si tu veux, on peut aller faire des deep dives dans certains de ces aspects. Certainement. Donc, peut-être pour résumer pour ceux qui écoutent, donc la deuxième version, surtout les plus gros avantages pour l'utilisateur, c'est le fait de ne plus avoir besoin d'avoir un minimum de 0,1 Bitcoin, ce qui peut être relativement inaccessible quand on y pense et serait devenu de plus en plus inaccessible avec le prix qui monte. Donc maintenant, n'importe qui peut avoir accès à ce service. Et bon, comme tu as expliqué, moi j'ai relativement bien compris. Vu qu'il n'y a plus de change en tant que tel, il n'y a plus de lien déterministique avec le premier input. Donc, ça améliore considérablement la vie privée. Mais comme tu as dit, peut-être un autre jour, on pourrait faire un deep dive. Moi, je vois un peu le combat entre ceux qui essaient de donner de l'anonymat aux gens et plus les analyses de blockchain comme une course de chat et souris. Donc, il y a beaucoup de personnes qui disent que l'analyse de blockchain, c'est plus un art qu'une science. Parce que justement, les analysateurs de blockchain se basent sur des assumptions et non nécessairement des vérités absolues. Donc, quand ils font une analyse, c'est plus par un peu un guess, comme on dit. Ouais, c'est ça. Tu comprends. Et donc, le but de ceux qui développent des technologies de privacy, c'est de toujours essayer de rompre les heuristiques, donc les assumptions que des analysateurs de blockchain font. Est-ce que je me trompe ou c'est un peu Oui, c'est ça. L'analyse de la chaîne, théorie un peu ici? l'analyse de chaîne, c'est un jeu de devinettes. C'est ça. C'est quand tu dis des guesses, c'est des devinettes. C'est, De devinettes, ouais, c'est on va exact. émettre quelques hypothèses. On parlait tout à l'heure de si plusieurs coins sont utilisés dans une transaction au niveau input, on part du principe que c'est une seule et même personne qui contrôle ces coins. Il y a aussi d'autres principes du style si une transaction ne génère pas de change, c'est-à-dire que si moi j'envoie 0,1314 bitcoin et c'était un seul coin et j'ai dépensé 100% de ce coin, on peut partir du principe que c'est une dépense à moi-même. Parce que c'est très rare d'avoir un UTXO qui est consommé à 100% du côté input vers le côté output sans créer de change. En général, c'est une personne qui s'envoie du Bitcoin à lui-même sur une autre adresse. Il y a aussi d'autres analyses, par exemple, au niveau de s'il y a un montant 0,1 qui est envoyé, ça peut être un paiement, etc. etc. Donc, de ce point de vue-là, il y a différentes hypothèses qui sont émises, mais comme tu l'as dit, c'est des hypothèses. Et en fonction de ces hypothèses, on va aller émettre d'autres hypothèses pour dire, tiens, là, on peut conclure que ce flux de transactions, c'est un seul et même utilisateur qui a fait 5 rebonds, en anglais c'est des hops, sur la chaîne, pour finalement essayer de peut-être cacher
ces transactions, mais au final, ça reste le même utilisateur. Donc en fait, c'est un jeu de probabilité. Et aujourd'hui, évidemment, il y a un grand débat, ou même pas vraiment un débat, il y a un énorme combat des bitcoiners contre l'analyse de chaîne, parce que c'est quelque chose de mal, etc. Et moi, de ce point de vue-là, je pense que c'est important de discuter en fait d'autres perspectives et de dire finalement, est-ce que l'analyse de chaîne elle est bien ou est-ce qu'elle est mauvaise? Je pense que c'est pas la question qu'il faut se poser, parce que l'analyse de chaîne elle est immorale dans le sens où elle, elle existe. Bitcoin, par défaut, par design, c'est, comme on l'a dit, c'est un registre de transactions qui est ouvert, qui est auditable et vérifiable de tous, même de nos ennemis. Nos ennemis ont, entre guillemets, accès à cette grande database de transactions, et donc peuvent surveiller des transactions, peuvent analyser ces transactions, peuvent les enregistrer et en déduire certaines choses. Et je ne pense pas qu'il faut forcément condamner ça, parce que malheureusement, c'est voué à arriver. Et aujourd'hui, il y a toute une industrie d'ailleurs qui s'est développée au-dessus de Bitcoin pour faire de l'analyse de chaîne et vendre leurs services à des entreprises qui sont réglementées, et qui font d'ailleurs aussi du lobbying avec des gouvernements pour aller ajouter justement des règles un peu plus strictes au niveau de la surveillance des transactions Bitcoin et de la censure qui peut en résulter. Et là, par contre, ça devient un problème. Là, ça devient un problème puisqu'on vient, entre guillemets, ajouter un aspect coercitif à l'analyse de chaîne, qui va potentiellement euh, à l'encontre en fait des règles du protocole de Bitcoin. Puisque le protocole de Bitcoin, à la base, c'est une transaction, elle est valide si l'utilisateur il a les fonds, et si ce qui est dépensé n'est pas plus gros que ce que l'utilisateur a à la base. Et si cette transaction, elle n'a pas dépensé, elle n'a pas été dépensée dans une autre transaction, en fait. Ces fonds n'ont pas été dépensés dans une autre transaction. Donc les règles du protocole Bitcoin, elles sont très simples. Pour échanger gré à gré, peer-to-peer, il y a très très peu de règles, et évidemment il faut qu'une signature soit valide, et ça donc toutes les full nodes vérifient ça. Et le problème, c'est dès lors qu'on introduit cette nouvelle règle de si un UTXO a été associé à telle adresse qui a été labellisée comme étant risquée pour telle et telle raison, là évidemment il y a entre guillemets une nouvelle règle qui a été ajoutée, qui est hors du consensus et du protocole de Bitcoin, et donc qui vient heurter la sensibilité des Bitcoiners les plus puristes. Et c'est très normal, je pense. Mais encore une fois, par défaut, le système Bitcoin est ouvert et donc malheureusement invite des acteurs à venir faire ces analyses. Peut-être pour les auditeurs un peu plus experts, on peut peut-être discuter de ça brièvement. Il y a quelques mois, Wasabi a annoncé publiquement qu'ils allaient, à partir de Wasabi 2.0, euh, se donner le pouvoir de bloquer certaines adresses dans des coins de joindre, justement, qui ont été peut-être flaguées par des autorités je sais pas, réglementaires ou considérées comme des adresses utilisées par des criminels ou quoi que ce soit. Et évidemment, comme tu as dit, ça a heurté beaucoup de la sensibilité de beaucoup de Bitcoiners parce qu'évidemment, Wasabi était toujours considéré comme cet outil qui était libre pour tous. Et donc, peu importe t'es qui, peu importe si tu es un criminel ou quelqu'un de bien, ben, tu peux utiliser. Bon, là, on peut rentrer dans la philosophie, qu'est-ce qui est un crime et non, et est-ce que les lois sont justes ou peu importe. Mais évidemment, comment Wasabi justifie, et peut-être toi, tu as une opinion différente de l'opinion de la direction de la compagnie, mais probablement pas vu que tu travailles là et tout. Donc, je suis curieux de c'est quoi ta réponse par rapport à cette tollée, disons. Ouais, non, mais c'est un sujet qui est extrêmement sensible, évidemment. Donc, ça a été annoncé il y a à peu près un an, un peu plus d'un an. C'était en mars 2022. J'étais pas encore contributeur de Wasabi.
utilisateurs par contre. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh mon Dieu, ça y est, ils ont retourné leur veste, c'est des statist bootlickers. On a perdu un projet intéressant dans Bitcoin. OK, what's next? Ça, c'est la réaction un peu superficielle, à chaud, de beaucoup de gens. Et malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui sont restées bloquées là-dessus. Et aujourd'hui, Wasabi continue de très bien fonctionner en tant que wallet. Il y a des utilisateurs qui sont beaucoup d'utilisateurs qui sont très très contents du service. Les volumes d'ailleurs de CoinJoin sont vraiment très très larges, très très grands. Mais il y a eu un backlash, il y a eu un énorme clash en fait de la communauté ou de plusieurs communautés distinctes de Bitcoiners contre Wasabi et par rapport à cette décision. Alors, ce qu'il faut savoir déjà, c'est que c'est pas Wasabi qui a mis en place ça, c'est Zk-Snacks. Zk-Snacks, c'est quoi? C'est l'entreprise derrière Wasabi, donc qui finance le développement, la recherche et le développement de Wasabi, qui paye les contributeurs et qui gère le coordinateur utilisé par défaut dans tous les clients Wasabi. Donc c'est le serveur, si tu veux, par défaut, dans tous les clients. Si on parle d'architecture client-serveur, le logiciel Wasabi que tu télécharges, c'est le client qui parle au serveur, donc qui est le coordinateur de CoinJoin, géré par Zk-Snacks. Et donc cette entreprise prend un frais de coordinateur de CoinJoin de 0,3% pour tous les nouveaux bitcoins qui sont enregistrés dans les CoinJoin. Sachant qu'après, si tu veux CoinJoin plusieurs fois, tu ne payes plus ce frais de coordination. Et pourquoi est-ce que cette décision elle a été prise? C'est simple, ça a été expliqué sur le blog de Zk-Snacks. Enfin, c'est pas simple, mais disons que ça a été expliqué comme un mécanisme de protection pour les développeurs et les contributeurs du projet Wasabi pour éviter d'exposer le projet à des activités qui sont qualifiées de illicites ou illégales. Alors, dans le monde de la finance, c'est très logique et habituel et communément accepté de prendre de telles décisions. C'est d'ailleurs obligatoire. Pour Bitcoin, il y a beaucoup d'entreprises en fait qui font donc des échanges, donc des courtiers entre fiat et Bitcoin qui elles aussi sont régulées. On peut en nommer plusieurs. Hein. Aujourd'hui, River Financial aux US, Bull Bitcoin au Canada, toutes ces entreprises-là, Swan, Unchained, elles sont réglementées. Mais par contre, quand on parle d'un portefeuille open source comme Wasabi, qui en plus de ça est spécialisé en privacy, hein, ça choque. Et c'est normal, hein, et je pense que l'équipe de Wasabi, ils ont eu des discussions interminables en fait sur ce sujet. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, l'architecture du logiciel de Wasabi fait qu'il y a un coordinateur centralisé qui est donc géré par l'entreprise Zk-Snacks pour gérer en fait la coordination des CoinJoin. Donc tous les participants qui enregistrent leur coin demandent la permission à Zk-Snacks pour participer aux rondes de CoinJoin. Et donc Zk-Snacks, comme c'est une entreprise privée avec une équipe de gestionnaires qui est enregistrée dans une juridiction bien particulière, qui a aussi des obligations en termes de légalité, de conformité, etc., cette entreprise a décidé de restreindre l'accès à ses serveurs. C'est aussi simple que ça. C'est comme s'il y a un magasin sur l'avenue Sainte-Catherine à Montréal qui décide de dire nous, on autorise uniquement les clients qui viennent avec des tenues qu'on considère comme raisonnables. C'est-à-dire qu'on veut personne qui rentre torse nu. On veut au moins que vous ayez un t-shirt et un pantalon. Bon, c'est très raisonnable comme critère, mais il y a certains clients qui ne pourront pas rentrer. Et ça, c'est une décision d'une entreprise privée et il n'y a aucun problème avec ça. Si tu ne veux pas répondre aux exigences de cette entreprise, tout simplement, n'engage pas
relation d'affaires avec cette entreprise, ne devient pas client de cette entreprise. Pour ZK Snacks, je pense que la logique, elle s'applique aussi. Évidemment, c'est une logique très basée sur des premiers principes, entre guillemets, donc qui peut être évidemment discuté, surtout, encore une fois, dans le secteur de privacy. Et voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que je reviens à cette notion de, aujourd'hui, pour faire des CoinJoin, il faut un coordinateur central. Le coordinateur, il est là pour gérer justement les flux d'enregistrement, de input et d'output. C'est un très, très gros problème à résoudre, la coordination de CoinJoin. C'est très, très compliqué parce qu'il faut que tous les utilisateurs en même temps puissent signer la transaction, par exemple. Il faut que chaque client, chaque Wasabi Wallet client sur les ordinateurs des utilisateurs choisisse les montants adéquats pour offrir un niveau d'anonymat à tous les participants qui sortiraient de ce CoinJoin, pour que leur coin soit de même taille, soit de même montant, soit de même dénomination. Et donc, il y a énormément de problèmes à résoudre. Et donc, aujourd'hui, pour ce faire, on utilise un coordinateur central pour faire ça. Il y a d'autres implémentations qui sont un petit peu plus distribuées et donc résistants à la censure, comme Join Market, qui est une très bonne implémentation aussi de CoinJoin, qui se fait sous une approche de marché. On va en rester là, mais disons que c'est un peu plus peer-to-peer. Il y a des modèles de CoinJoin aujourd'hui qui sont expérimentés sur Nostr, qui est donc ce nouveau protocole de médias sociaux potentiellement révolutionnaire. Et donc, de ce point de vue-là, coordonner des CoinJoin de manière un peu plus décentralisée sur Nostr potentiellement serait une option. Et du coup, permettrait de se débarrasser de ces points de défaillance uniques, donc les single point of failure, comme ZK Snacks. Mais aujourd'hui, je pense que ZK Snacks apporte un service qui est quand même extrêmement positif pour le développement de technologies privacy sur Bitcoin. C'est un service qui marche très très bien. C'est une entreprise qui tourne, qui finance de la recherche et développement sur la privacy. Là, par exemple, récemment, ils ont lancé un rapport lightningnetworkprivacy.com pour justement évaluer les problèmes de privacy qu'il y a sur le Lightning. Et je pense que le net, il est quand même extrêmement positif. Le protocole Wabi-Sabi, on en a brièvement parlé, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et je dis pas ça parce que voilà, je suis entre guillemets payé par Wasabi pour dire ça. Je pense que c'est vraiment quelque chose Un d'intéressant. Wasabi Chill. Je suis un paid shield, tu vois, exactement. J'ai Un vendu paid mon chill, âme. exact. Et je pense que les utilisateurs devraient en fait s'intéresser tout simplement à ces questions. Ne me faites absolument pas confiance, restez sceptique, allez faire votre propre opinion, mais faites votre propre recherche. Et je pense qu'il faut aller faire sa recherche, surtout au niveau privacy, parce que c'est un sujet qui est extrêmement complexe, qui a beaucoup de nuances et qui a beaucoup d'influenceurs aussi qui émettent des opinions qui sont parfois grotesques et complètement fausses. Et aujourd'hui, évidemment, il y a cette fameuse bataille avec un autre wallet euh, qui, qui, je pense, est vraiment basé sur ce drama perpétuel. Et ça facilite pas en fait la recherche et l'éducation des utilisateurs, quoi. Je trouve que en fait, tu as répondu à une deuxième question que j'avais, qui était la relation entre justement ZK Snacks, le coordinateur, et Wasabi, qui est le wallet open source. Donc, justement, je voulais que le monde sache c'était quoi le bénéfice à ZK Snarks de rouler Wasabi, ben, en fait, de rouler le coordinateur Wasabi, de contribuer au logiciel. C'est qu'en fait, ils vont prendre un frais à chaque round pour ceux qui dépassent un certain montant de mixing. Donc, juste pour que ça soit clair que la compagnie, elle fait des profits, elle n'est pas, charitable. Donc, ça explique pourquoi une compagnie n'a pas le devoir moral de desservir tous les clients, comme tu as expliqué, juste parce qu'ils travaillent dans le Bitcoin ou quoi que ce soit. Donc, c'est leur choix personnel. J'imagine aussi que c'est un peu stratégique dans le sens pour ne pas s'attirer le joug des régulateurs trop rapidement, ben de démontrer un peu
que, OK, on n'accepte pas certaines adresses, on a des méthodes pour refuser certaines personnes, mais aussi, plus d'un point de vue moral, peut-être personnel des fondateurs ou de l'équipe exécutive, de ne pas vouloir tout simplement desservir des criminels ou des Et hackers ou peu importe. Je pense qu'il y a mmh les deux aspects. exactement. Et de ce point de vue-là, c'est intéressant parce que souvent, on va me dire: «Ah, mais ce que vous faites à Wasabi, c'est complètement, ça n'a aucune éthique, vous n'avez aucune morale, aucun principe, la censure, c'est mal» et cetera. Et moi, je dirais que c'est tout l'inverse, en fait. Il y a un devoir moral pour, un individu ou une entreprise de, de ne pas desservir, de ne pas servir des acteurs immoraux qui, volent, qui agressent, et qui font, certaines formes de crimes. Alors après, tu parlais tout à l'heure, évidemment, il y a un débat philosophique autour de qu'est-ce qu'un crime? Et l'équipe de Wasabi, en fait, s'est vachement penchée sur la question et a pris comme principe fondamental le principe de non-agression. Et donc si ce principe-là, heu, n'est pas respecté, alors il y a agression et dans ce cas-là, heu, censure, il peut y avoir. C'est-à-dire que, je pense qu'on serait d'accord aujourd'hui de dire que, quelqu'un qui gère un réseau, de, prostitution infantile, cette personne-là, elle est immorale et elle mérite, châtiment, des plus terribles. Parce que c'est un acte absolument horrible que de faire ça à un enfant. Et pourtant aujourd'hui, on va dire à Wasabi l'inverse, que de bloquer l'accès à cette personne, c'est immoral. Et je pense que souvent, c'est pas parce que les gens supportent ces horribles, actions, mais parce que les gens ne pensent pas de manière critique et ne raisonnent pas, sur des principes premiers de base, comme celui du principe de non-agression. Hem, Par exemple, c'est un pareil, faire du business avec un scammer qui défraude, des consommateurs en leur vendant des produits, factices ou des fausses promesses de retour sur investissement et cetera, c'est immoral. C'est comme quand on dit, voir une fraude, si tu vois une fraude et que tu ne dénonces pas cette fraude, c'est toi la fraude. Tu deviens tout d'un coup complice de la fraude. Et de ce point de vue-là, ne pas, heu, tout simplement censurer, la fraude et la punir, c'est du coup devenir complice de ça. Et je pense fondamentalement que Wasabi a pris une décision qui est donc, défendable et morale, de ce point de vue-là. Et après, évidemment, tu parlais aussi, du point de vue, réglementaire. Certes, il y a des règles aussi à ce point de vue-là. Aujourd'hui, il n'y a pas de règles explicites par rapport à l'activité de Zik Snacks, c'est clair. Mais encore une fois, il y a des principes, de base qui doivent être respectés et un des principes aussi que l'équipe a prise, c'est le principe de précaution. C'est-à-dire, nous, on veut que ce projet, il perdure dans le temps. On a des batailles à choisir et la bataille de la fongibilité sur Bitcoin, elle est très importante, elle se fait sur le long terme et on va éviter de faire, les héros, en faisant les malins sur Twitter, et en disant que, on va accepter n'importe qui, puisqu'on s'en fout, quoi. C'est pas le cas et je pense que c'est une décision qui est très sage, qui est, qui a une préférence temporelle très basse, c'est-à-dire low time preference, hem et je pense qu'il paiera, à l'avenir. Même si à court terme, il y a eu quelques turbulences et notamment un énorme backlash de la communauté. Je pense qu'il y a peu de gens qui ont fait l'effort intellectuel de réfléchir à ce sujet-là et et bon, je pense que ça va faire son chemin. Moi, j'aide justement Wasabi à essayer de comment dire? De partager un peu cette vérité, en tant que paid shill et puis on va y aller, un utilisateur à la fois, quoi. Ouais, grosso modo, je suis d'accord avec toi. Retirer le band-aid d'un coup.
avant que justement, peut-être que dans quelques années, les régulateurs seraient intéressés et là, ça aurait plus été interprété comme, disons, ils sont soumis aux régulateurs. Donc, je pense même d'un point de vue business, c'est une bonne chose de le faire le plus tôt possible. Il te reste combien de temps que je peux te prendre? J'ai encore quelques questions, mais comme tu as dit, t'es un peu Vas-y, occupé, donc 5 minutes, let's go. sinon je vais les condenser. 5 minutes. Mais en fait, ouais, là, je voulais parler un peu du débat samouraï versus wasabi, mais bon, ça, c'est un peu. Ça pourrait prendre 1 heure aussi, j'imagine. Donc, peut-être si tu veux dire 1 minute là-dessus. Je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais je dois te réinviter parce que bon, tu as beaucoup de choses à dire et c'est très intéressant la discussion avec toi. On refera un épisode, yes. Alors, brièvement, je vais pas perdre trop de temps sur Samouraï. Ils en valent pas trop la peine. Bien que, encore une fois, je pense que c'est ok, c'est bien d'avoir une option. Et Samouraï, c'est une option qui te permet de faire du CoinJoin sur mobile. Le problème de Samouraï, c'est que malheureusement, déjà dans leur tactique sur les médias sociaux, ils sont très très agressifs. Et donc aujourd'hui, ça devient socialement très compliqué de douter en fait de l'efficacité de leur produit. Dès lors que tu remets un peu en question ce produit, tu vas te prendre une armée de samouraïs shields qui te rentrent dedans et qui vont te bully en fait, hein. Tout simplement, c'est des gens qui vont te faire des attaques personnelles, etc. Et je trouve que c'est très dommage. Il y a peu de discussions calmes et professionnelles basées sur des fondamentaux techniques. J'ai essayé récemment là, d'engager un peu plus de ces discussions justement sur le fameux Twitter Space dont je t'ai parlé et dans certains échanges avec des personnalités un peu plus connues sur Twitter comme Seth for Privacy, qui est un des défendeurs en fait de Samouraï de ce point de vue-là et qui est complètement contre Wasabi pour les mauvaises raisons. Mais ça, pareil, on pourra faire peut-être une deuxième partie. Euh, et voilà, le problème de Samouraï, par exemple, en 2 mots, c'est qu'ils vont, par défaut, extraire la expub de l'utilisateur, qui donne accès en fait à tout l'historique des transactions d'un wallet. Donc, niveau privacy, c'est terrible. Et qui, par défaut, n'utilise pas Tor. Donc, ont la capacité d'aller extraire aussi l'adresse IP de l'utilisateur et donc connaître potentiellement la géolocalisation. Avec ces deux informations, évidemment, tu peux tu as énormément de données sur un utilisateur et ça peut être du coup risqué et se terminer comme Honeypot où donc Samurai posséderait énormément d'informations sur leurs utilisateurs. Alors évidemment, il y a d'autres alternatives où tu peux utiliser l'implémentation CoinJoin de Samurai qui est Whirlpool sans passer par le wallet Samurai via par exemple Sparrow. Donc là, il n'y a pas forcément ce leak de Expub et d'adresse IP. Puis tu vois, j'essaie d'être honnête intellectuellement et de montrer un peu les alternatives. Mais là, du coup, tu vas te heurter à d'autres problèmes fondamentaux au niveau de l'implémentation conjoint de Whirlpool, qui, à mon sens, ne fonctionne pas bien, euh, car elle est très coûteuse pour les utilisateurs et elle va motiver l'utilisateur à consolider, par exemple, plusieurs inputs pour pouvoir conjoin. Je vais rester là. On pourra faire potentiellement une deuxième discussion là-dessus, discuter avec d'autres gars d'ailleurs de Samouraï, si ça t'intéresse. J'avais déjà fait ça avec Loïc et Emmanuel de son podcast. J'ai oublié le nom, excuse-moi Emmanuel. Mais en tout cas, c'est un Parlons podcast. Bitcoin. Parlons Bitcoin, voilà. Euh, voilà. Donc, il y a beaucoup de problèmes liés à la privacy et je pense que l'équipe de Samouraï n'est pas honnête au niveau des compromis qu'ils ont fait par rapport à ces défaillances. D'abord, comme on a dit, t'as d'autres obligations. Si je peux juste me prononcer 1 minute, 1 seconde sur Samurai versus Wasabi. Moi, je suis team Wasabi, évidemment. Comme tu as dit simplement, même pour les personnes non techniques, le fait de publier le Expub, qu'ils ont accès au Expub et l'adresse IP, même pour quelqu'un de non technique, vraiment, ça sonne déjà très louche. Et évidemment, leur stratégie d'affaires un peu sur les médias sociaux directement à partir du compte Twitter de Samouraï qui est très agressif, ça peut être inquiétant ou du moins étrange. Mais ouais, j'aimerais bien explorer un peu le sujet davantage, même que Gustavo qui travaille maintenant,
chez Wasabi, je pense que je risque d'en entendre beaucoup parler. Mais bon, tout ça pour dire Yes. que c'était très intéressant, mais ça ouvre la porte à d'autres sujets, à d'autres discussions. Donc, j'aimerais bien que tu retournes sur la source Bitcoin à un moment donné, peut-être dans quelques mois. Puis on pourra plonger plus en profondeur. Mais c'était vraiment un plaisir de t'avoir. Puis je pense que les gens vont vraiment apprécier. Donc, un dernier mot de la fin, peut-être? Tu as le temps? Ou, Ouais, bah écoute, un un truc plaisir. inspirant, quelque chose. Maciek, merci. Merci de m'avoir accueilli. Et truc inspirant, hein, c'est toujours pareil, hein, il faut garder son esprit critique, pas s'endormir sur ses lauriers, pas forcément écouter les influenceurs Bitcoin qui vous ont tout appris, parce qu'ils peuvent se tromper. Et du coup, vraiment constamment se faire sa propre opinion, je pense que c'est important. Penser de manière critique, ne jamais laisser ce muscle s'atrophier, parce que c'est comme tout, hein, si on arrête d'aller à la gym, on va prendre de la bedaine. Bah, si on arrête de penser, on va devenir mou du gland, comme on dit. Et ça, c'est très, très, très mauvais. Et je pense que dans le futur, il va y avoir plus d'attaques sociales sur Bitcoin, plus d'attaques politiques. Je ne pense pas que le monde va imploser forcément, mais je pense qu'il va falloir garder justement cet esprit critique pour protéger ce fameux protocole informatique qui nous offre cette monnaie si saine. Et donc voilà, garder cet esprit critique, c'est très, très, très important. Super. Donc, stay humble et stack sats. Donc, Yes, sir. c'était Thibaut Maréchal à la sauce Bitcoin. Et c'est un plaisir. À la prochaine. Merci.